l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial dans le cadre des dialogues européens, l'Europe face à la guerre, organisé par les Champs libres du 20 au 23 novembre 2025. Alors chaque jour de cette semaine, nous échangeons avec une personne dont le regard nous aide à comprendre la guerre, mais surtout à penser le jour d'après, c'est-à-dire les conditions d'un retour à la paix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Anna Colin-Lebedev, bonjour. Bonjour. Alors c'est un honneur de vous recevoir, ça fait bien longtemps que je voulais vous rencontrer. Votre voix est importante pour comprendre ce que la guerre fait aux sociétés, comment elle les transforme et comment les hommes et les femmes ordinaires la traversent. Depuis de nombreuses années, vous travaillez sur les sociétés post-soviétiques, sur la Russie, sur l'Ukraine. En 2013, vous publiez un ouvrage tiré de votre thèse sur le mouvement des mères de soldats en Russie, Le cœur politique des mères, aux éditions de l'EHESS. On vous connaît pour vos analyses claires, exigeantes, profondément humaines, dans vos livres, dans vos chroniques, mais aussi dans votre engagement à rendre intelligible ce qui se joue à l'est de notre continent. Et vous avez conduit de nombreuses enquêtes sociologiques sur les trajectoires biographiques des combattants ukrainiens depuis 2014. Vous avez notamment publié Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique aux éditions du Seuil en 2022, un essai qui a profondément marqué notre compréhension du conflit. Tout récemment, vous venez de sortir un court texte, La force des faibles, aux éditions du Seuil. Alors, à l'occasion des dialogues européens, l'Europe face à la guerre, on avait envie de prolonger cette réflexion avec vous. Et je voudrais qu'on se plonge dans la société ukrainienne, notamment depuis la révolution de Maïdan en 2014. L'Ukraine de 2014 n'est pas celle de 2022, ni même celle de 2025. Et je voudrais qu'on analyse ensemble les transformations de la société ukrainienne. La guerre inaugure de nombreux changements de la société qu'il nous faut évidemment envisager. Mais alors, avant toute chose, Anna Colin-Lebedev, racontez-nous comment le monde vous a rattrapé au point de consacrer toutes vos études d'abord sur les mouvements de protestation en Russie, puis sur les combattants. Comment est née cette quête intellectuelle qui, j'imagine aussi, est une quête politique ? Alors c'est pire que ça en réalité parce que je suis née à Moscou et non pas en Ukraine, ce qui effectivement pose tout un tas de questions sur ma légitimité et ma capacité à dire ce qui se passe dans cette guerre, notamment côté ukrainien. Et bien évidemment ce lieu de naissance, il est de notoriété publique. Il est sur la page Wikipédia, dont je ne suis pas à l'origine, mais qui est disponible en ligne. Et donc, bien évidemment, mes interlocuteurs en Ukraine, quand ils me rencontrent pour la première fois, ils m'ont googlé avant, ils sont tombés sur cette page Wikipédia. Et l'une des premières questions qu'ils me posent, c'est et toi, t'es donc né à Moscou, et puis ils attendent que je raconte. Donc, en réalité, cette origine, elle s'impose immédiatement dans la manière de faire de la recherche. Alors, je dirais que moi, j'ai fait de cette origine un outil méthodologique. C'est-à-dire la Russie, je la connais de naissance, donc j'y ai vécu toute mon enfance, une partie de mon adolescence, même si ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Et quand on me pose la question, vous voyez, l'histoire soviétique m'imprègne bien plus que l'histoire de la Russie post-soviétique, par rapport à laquelle je suis quand même un petit peu extérieure. C'est un inconvénient, mais c'est un avantage aussi. L'Ukraine, je l'ai découverte adulte. Pour des raisons familiales, en fait, je me suis retrouvée en Ukraine pour quelques années, où mon mari était en poste, pour dire les choses très, très clairement, et j'étais en train de terminer ma thèse de doctorat qui portait sur la Russie, et je me suis intéressée, en fait, à des sujets qui étaient connexes de mes sujets de recherche, mais qui portaient sur un terrain ukrainien. J'ai travaillé sur les mouvements de vétérans de la guerre soviétique en Afghanistan, telle qu'il se déployait en Ukraine. À l'époque où je faisais cette enquête, on était aux alentours des années 2010, avant la révolution du Maïdan en 2013-2014. La guerre soviétique en Afghanistan était complètement en dehors des radars des Ukrainiens, bien évidemment. Ils n'arrivaient absolument pas à l'inscrire dans l'histoire de leur pays. Ça ne faisait partie d'aucun récit, mis à part le récit soviétique, et même dans le récit russe, en fait. Cette guerre a une sorte de place qui n'est pas tout à fait attribuée. La guerre, de manière générale, était quelque chose qui était totalement absent de l'imaginaire des Ukrainiens. Il y avait la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, mais globalement, c'était un pays qui, depuis 30 ans, ne s'envisageait qu'en paix. Ne voyait pas d'hostilité autour de l'Ukraine. Et quand on posait aux Ukrainiens la question quelles sont les menaces que vous voyez pour votre avenir, aux alentours de 2012,
en fait, une agression externe arrivait tout en bas de la liste. Il y avait peut-être 3% de personnes qui mentionnaient ça. Et donc mes vétérans d'Afghanistan étaient totalement atypiques dans cette Ukraine, à parler de patriotisme, à parler de citoyenneté, d'une citoyenneté très liée au devoir de prendre les armes, très liée à la figure du citoyen soldat, de parler d'éducation de jeunes générations, etc. Donc j'avais beaucoup exploré ces milieux-là, et puis arrive la révolution du Maïdan, et les vétérans que j'avais interrogés, qui étaient plutôt au centre du pays, à Kiev, à Jitomir par exemple, eh bien, ils se sont tous retrouvés sur la place Maïdan à protester. Et lorsque les premières insurrections démarrent dans le Donbass, eh bien, ces mêmes, qui sont des hommes de plus de 45 ans, pour certains 55, 60 ans, prennent des armes et partent combattre. La guerre a recommencé pour eux. Et quelque part, pour moi, ça a été aussi... Je n'ai rien fait d'autre que de suivre en fait, mes interlocuteurs sur un terrain nouveau. Et c'est comme ça que dès les premiers jours en fait, de ce conflit armé, je me suis retrouvée à analyser ces citoyens ordinaires qui se retrouvent à faire la guerre sans y avoir été préparés. Alors vous suivez vos interlocuteurs dans le cours de l'histoire, mais vous prenez aussi part à une histoire, et d'ailleurs en 2014, quand vous commencez comme vous êtes vous aussi précipité dans l'histoire de vos interlocuteurs, c'est-à-dire dans le début de la guerre dans le Donbass, est-ce que vous avez transformé votre idée de l'écriture en tant que sociologue face à la guerre? Qu'est-ce que peut une sociologue face à la guerre finalement? Comment vous envisagez, vous, votre travail, votre geste singulier dans votre écriture? Mes recherches étaient déjà liées depuis un moment aux questions des conflits armés et des combattants et des forces armées. Puisque pour ma thèse de doctorat, j'avais travaillé sur le mouvement des mères de soldats, ce qui permettait de travailler sur la protestation et l'action collective, ces mères qui prenaient la parole pour défendre leurs soldats maltraités dans l'armée. Mais c'était aussi une voie détournée pour parler de l'armée et pour parler de l'État russe, de son rapport à ces soldats et de son rapport à la guerre, de sa manière de conduire les guerres et de traiter la ressource humaine. Parmi d'autres ressources dans le cadre de ces guerres. Donc j'avais déjà cet outil et ce mode d'entrée en fait dans la thématique des conflits armés qui m'était pas complètement étrangère. Je le retrouvais aussi chez les vétérans, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on devient, que devient une expérience de guerre une fois que la guerre est terminée. Et je dois dire que d'un point de vue académique, ça n'a pas été très compliqué. Au contraire, je retrouvais un certain nombre de thématiques qui m'étaient proches. Quand j'entendais mes interlocuteurs, quelque part pour moi, j'observais la transformation chez eux, mais je retrouvais un certain nombre de concepts, de questionnements que je connaissais déjà. Je dirais que ce qui a changé à partir de 2014, c'est qu'il y a eu véritablement une demande accrue de prise de parole au service de la cité et d'explication pour un public, pour les médias, pour des experts, pour des décideurs. Il y a eu aussi pas mal de controverses. Et on s'y est lancé d'autant plus facilement avec quelques collègues en 2014 que l'Ukraine en 2014 était véritablement un sujet de niche. Alors que on était très très peu nombreux à avoir une compétence sur le sujet. Et en même temps, il y a eu véritablement, enfin pas autant qu'en 2022, mais dès 2014, il y a eu une demande de comprendre ce qui se passait, mais surtout énormément de désinformation qui circulait. C'est-à-dire qu'on était à une époque où tous ceux, alors qu'il s'agisse d'experts qui prenaient la parole dans les médias ou qui se déclaraient experts, mais aussi un certain nombre de collègues qui avaient été spécialistes de la Russie, se retrouvaient en fait à devoir répondre à des questions sur l'Ukraine. Alors certains répondaient qu'ils n'y connaissaient rien, mais d'autres en fait transposaient ce qu'ils se pensaient savoir de la Russie sur le terrain ukrainien, comme s'il y avait une sorte de similitude entre les deux sociétés. Et ça, c'était un effet très très fort de la manière dont la Russie avait réussi à imposer son regard non seulement sur cette guerre, non seulement sur l'Ukraine, mais de manière générale sur tous les territoires qui relèvent de l'ancienne Union soviétique. Et donc, contre cette parole, en fait, qui déjà niait la subjectivité ukrainienne, qui postulait une sorte de similitude avec la Russie, qui était sensible à la voix du Kremlin, on avait en fait une mission qui était pas seulement une mission académique, et je dirais de moins en moins une mission conceptuelle, mais de plus en plus un devoir d'apporter un savoir. Voilà.
Alors, Anna, dans vos travaux, vous parlez de cette grammaire de l'action collective en Russie et en Ukraine, la façon dont les sociétés se mobilisent ou se mobilisent pas. En 2022, au début de l'invasion massive, beaucoup ont espéré un sursaut en Russie, une réaction de la société civile, et pourtant cette révolte n'est pas venue, ou en tout cas très peu. Alors, c'est pas seulement une question d'être contre la guerre, les liens familiaux entre Russes et Ukrainiens sont immenses, presque tout le monde a quelqu'un de l'autre côté, etc. Mais comment expliquez-vous cette forme de passivité, voire de soutien de la population russe? Qu'est-ce que cela dit aussi de la manière dont la société s'est transformée ces dernières années? Alors, si on parle de la société russe, je pense que les concepts de passivité ou de soutien nous desservent plus qu'ils ne nous servent. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans des catégories d'analyse qui sont les nôtres, qui répondent à nos attentes de ce que devrait être la mobilisation d'une société. Une société russe qui, en fait, a des logiques de fonctionnement un peu différentes, enfin, même très différentes. Alors, ce que l'on peut dire aujourd'hui de la manière dont la société russe vit la guerre, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question, c'est pas protester ou ne pas protester, c'est quel est le vécu de la guerre, en fait, des Russes d'aujourd'hui. Et donc, si je me permets d'insister là-dessus, c'est que ça permet d'interroger non seulement les opinions, non seulement les déclarations, mais aussi les pratiques. C'est-à-dire vivre la guerre, c'est faire quelque chose ou refuser de faire quelque chose dans la guerre. Et la connaissance que nous pouvons avoir de ça est pour l'instant très partielle. Déjà parce que le terrain nous est fermé. Quand je vais en Ukraine et que je fais mes enquêtes de terrain, alors aujourd'hui c'est moins auprès des combattants pour des questions d'accès, de sécurité, de secret défense, etc., mais beaucoup plus dans cette zone grise de civils qui sont engagés dans la conduite de la guerre et de la défense et le soutien aux forces armées, eh bien, je peux faire des hypothèses et les vérifier sur le terrain, les valider ou les invalider sur le terrain. Le terrain russe nous est inaccessible pour toute une série de raisons. Pour des questions de risque pour nous, chercheurs, pour des questions de risque pour les personnes qu'on interroge, pour la qualité de ce qu'on peut recueillir dans un contexte autoritaire où les gens, quand ils prennent la parole, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'ils nous disent, et puis en raison d'une capacité très limitée à observer ce qu'on aurait envie d'observer. Et ça, ça a dégradé depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi, il n'est pas possible d'aller en Russie et faire une enquête de terrain. Donc on se fonde sur ce qui existe. Et nous avons des travaux très intéressants en réalité qui sont menés par des collègues russes, de manière clandestine, c'est-à-dire que ce sont des sociologues qui s'installent dans des petites villes, dans des villages, dans des grandes villes. Ils ont fait, c'est des collègues d'un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire de sociologie publique et qui existe aujourd'hui clandestinement, bien évidemment. Ils s'installent dans des lieux plus ou moins près du front, parfois très très loin du front, et puis observent comment les Russes vivent la guerre, comment les comportements ont changé ou pas changé, comment le paysage urbain a changé ou pas, et est-ce qu'on parle de la guerre, est-ce qu'on refuse de parler de la guerre quand on en parle au quotidien, au salon de coiffure, dans une conversation de cuisine, dans un centre d'aide aux réfugiés quand on est dans une zone frontalière de l'Ukraine, voilà, qu'est-ce qu'on en dit? Et par exemple, si l'on croit les résultats, quand on lit les résultats de leurs enquêtes, qui sont des enquêtes qualitatives longues, très intéressantes, qui sont publiées à l'Ouest, c'est pas publié à l'intérieur de la Russie, on voit que les Russes sont extrêmement actifs dans cette guerre. C'est-à-dire que de toutes leurs forces, ils font d'énormes efforts pour chasser la guerre de leur quotidien. Et ça, c'est pas de la passivité, je dirais. C'est plutôt le contraire de la passivité. C'est-à-dire que la guerre va être partout. Par exemple, dans les enquêtes qu'ils peuvent faire dans les régions qui ont été occupées par l'armée ukrainienne pendant quelque temps, avant d'être reprises par la Russie, la guerre est très concrètement là. Des maisons ont été détruites, des attaques de drones ont lieu quasiment quotidiennement, les alarmes sonnent tout le temps. La guerre est véritablement là. Il y a des réfugiés. Eh bien, on constate tout ce travail constant et quotidien de mise à l'écart de la guerre, de minimisation de la guerre, de volonté de ne pas savoir, de ne pas en parler, d'en parler le moins possible. Et quand on en parle, d'en parler comme quelque chose qui ressemble, ça c'est la métaphore qu'ils utilisent, à un phénomène naturel. Une tempête, un tsunami. Un tsunami, on ne va pas chercher de responsable. Un tsunami, on va juste chercher à faire le gros dos et attendre que cela se passe. On peut se désoler des conséquences du tsunami, mais le tsunami n'a pas d'auteur. Et donc je pense que ça, c'est un effet, c'est une posture politique forte. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une non-posture politique, qui nous dit beaucoup de choses aussi sur
eh bien, l'attitude face à la guerre, est-ce qu'on peut qualifier ça de soutien à la guerre? C'est une non-opposition, ça c'est certain. Oui, alors si on suit Hannah Arendt, qui ne prend pas opposition contre, d'une certaine manière, eh bien soutient, quoi. C'est une forme de consentement. Mais par exemple, si on se dit, voyez, quelle sera l'attitude de ces Russes si un jour le pouvoir politique déclare pour une raison ou une autre que c'est terminé? Peut-être pas qu'on s'est trompé, mais en tout cas que c'est terminé, on ne va pas chercher à aller plus loin, on retire toutes nos forces et on fait comme si de rien n'était. Hein. Ce sera très intéressant d'observer et je pense qu'on peut faire une série d'anticipations. Hein. D'ailleurs, il y a des enquêtes qui permettent de le faire, cette fois-ci des enquêtes quantitatives qui posent aux Russes la question, si demain Vladimir Poutine arrête l'opération militaire spéciale, qui est le nom officiel de la guerre, s'il arrête l'opération militaire spéciale sans avoir atteint les objectifs recherchés, est-ce que vous le soutiendriez ou pas? Vous avez toujours une majorité de Russes qui dit oui, on va le soutenir. Hein. Donc on est sur quelque chose qui ne nous permet pas d'explorer l'opposition à la guerre, qui ne nous permet pas d'explorer non plus l'adhésion à la guerre, mais qui est davantage un rapport des citoyens au pouvoir, où les citoyens ont la certitude qu'ils n'y peuvent rien, et que quelle que soit leur opinion en fait sur la guerre, le rôle du citoyen dans la conduite de la défense de son pays, dans les intérêts stratégiques de son pays, dans la contestation des décisions, est de toute façon nul. D'ailleurs, vous expliquez que c'est une grande différence dans la grammaire de l'action politique entre la Russie et l'Ukraine, puisque en Ukraine, sur le coup, il y a des effets sur le pouvoir, parce qu'il y a eu la Révolution Orange, il y a eu Maïdan, etc. C'est pour vous une différence fondamentale. Il y a des choses qui sont en commun, en fait, entre les deux. Les deux sociétés, à mon sens, c'est la défiance vis-à-vis de l'État. Quand on regarde, par exemple, les enquêtes d'opinion, on constate que dans les deux pays, sur ces dernières décennies, de manière constante, on ne fait pas confiance aux institutions publiques. Alors en Russie, il va y avoir des taux de soutien immenses de Vladimir Poutine, mais qui justement contrastent énormément avec les taux de soutien extrêmement faibles, les taux de défiance très élevés, à l'égard de tous les organes du pouvoir qui sont pourtant nommés par Poutine, à qui Poutine fait confiance, qui sont son émergence, etc. Il y a une défiance à l'égard du gouvernement, du Parlement, des partis politiques, des acteurs économiques, etc. Et on a eu la même chose en Ukraine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et ça c'est juste une hypothèse que je fais, dans le cas de la Russie, le pouvoir a cherché à introduire l'image d'un État fort, c'est-à-dire d'un État qui à la place duquel, en fait, il faut pas chercher à se mettre à la place de l'État russe. Et il introduit cette image d'État fort, non pas tant de manière positive, un État qui est capable, en fait, de protéger ses citoyens, etc., mais plus de manière négative, c'est-à-dire un État qui est suffisamment fort pour vous punir si vous sortez un petit peu des clous, mais qui en même temps a une armée puissante, des forces de l'ordre. L'État russe puissant, c'est des forces de l'ordre puissantes et une armée puissante. Et donc, je dirais quelque part, pour les Russes, la conséquence de cela, c'est que cet État, en fait, on va pas le rejoindre, on va pas y adhérer, on va au contraire, au niveau déclaratif, on va répéter les slogans qu'il faut répéter pour être suffisamment en sécurité et à l'abri, mais on va surtout se mettre à l'écart de cet État et ne pas protester parce qu'on sait qu'on n'a aucune chance. Alors que côté ukrainien, c'est ce constat d'État à qui on ne fait pas confiance, mais qui n'a jamais été un État répressif, et de se dire, ils vont rater. Hein. Les Ukrainiens ont la certitude que si leur État peut rater quelque chose, il ratera. Que les institutions sont dirigées par des incompétents, etc. Ça a un peu changé depuis 2022, mais néanmoins, c'est plutôt une constante. Et donc, en fait, face à cet État forcément défaillant, si on ne fait pas, ce ne sera pas fait. Et donc, il faut faire. Et les Ukrainiens osent d'autant plus faire que, précisément, il n'y a pas de logique répressive et qu'ils savent que peut-être que ça ne va pas marcher, mais que ça ne va pas les mettre en danger, eux, leurs proches, leurs familles. Alors il y a l'épisode Maïdan, qui a mis en danger quand même quelques personnes, mais à Maïdan, souvent, ça suscitait en tout cas en France des lectures assez contrastées. Certains y ont vu bien sûr un mouvement d'émancipation démocratique, d'autres une récupération par des forces ultranationalistes. Vous expliquez d'ailleurs assez clairement que sur les barricades, l'ennemi ne filme pas du tout la Russie, mais plutôt le pouvoir corrompu et les difficultés économiques. Finalement, au fond, peut-être personne ne s'imaginait vraiment sur Maïdan qu'une guerre surviendrait. Et Paul Gauguin nous disait à nos micros que la Russie elle-même n'avait pas vraiment de projet d'annexion. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée à ce moment-là ?
Alors, bien évidemment, on attend tous avec impatience le jour où la petite souris qui traîne dans les couloirs du Kremlin et qui écoute toutes les conversations nous raconte ce qui s'est passé en 2014 et nous raconte ce qui s'est passé en 2022. Ça arrivera. Il y a beaucoup de petites souris qui traînent au Kremlin et si la Russie est une boîte noire, c'est une boîte noire percée de trous, de nombreux trous, et donc à un moment donné, on aura les leaks qui nous permettront de le dire. Mais donc, vous voyez, le circuit de prise de décision au Kremlin ne nous est pas du tout transparent. Et notamment, ce qui n'est pas transparent, c'est à partir de quelles données, en fait, le Kremlin va prendre ses décisions. Alors, il va y avoir une certaine vision du contexte international, hein, mais ça, je suis peut-être pas la plus compétente, en fait, pour en parler. Et puis, il y a un certain nombre d'informations sur ce qu'est l'Ukraine, sur ce qu'est, en fait, le terrain que vous vous apprêtez à conquérir. Hein. En l'occurrence, les collègues qui ont travaillé sur le sujet disent qu'effectivement, en 2014, il y a des effets d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont faits, et la Crimée est un de ces tests. Et les tests permettent de voir qu'en fait, l'État est suffisamment désorganisé par la révolution du Maïdan pour ne pas être capable de réagir, notamment parce que les forces de l'ordre, en fait, ne savent pas où doit aller leur loyauté, les élites locales ne savent pas trop où doit aller leur loyauté et comment se positionner par rapport à la révolution qui a lieu à Kiev, et donc ils profitent en fait de cette brèche pour s'y engouffrer. Pour 2022, pour 2022, entre 14 et 22, comme vous le disiez, la société ukrainienne a énormément changé. Comment se fait-il que le Kremlin ne l'ait pas anticipé? Et nous savons aujourd'hui qu'il n'a pas anticipé à la fois l'état de la capacité de résistance ukrainienne, la volonté ukrainienne de résistance, l'état de l'armée ukrainienne, mais aussi l'état de sa propre armée. Moi, ça fait partie des questions que je continue à me poser de manière constante, c'est-à-dire à quel niveau, en fait, comment se fait-il qu'il n'ait pas vu? Je dis souvent sous forme de boutade que manifestement, Vladimir Poutine n'avait pas lu nos articles dans la revue d'études comparatives Est-Ouest où on expliquait la réorganisation de la société ukrainienne et la motivation des combattants et les réformes Oui, de parce que l'armée. vous écrivez très tôt, quoi. Moi, j'ai lu des articles de 2017, 2018 dans lesquels vous écrivez les transformations de l'armée. Évidemment. Et il n'y a pas besoin d'avoir un renseignement puissant, en fait, pour se rendre compte des énormes transformations qui sont en cours. Et auquel, manifestement, le Kremlin a été aveugle, qu'il n'a pas su voir, qu'il n'a pas voulu voir, à quel moment l'information s'est stoppée. Mais oui, voilà. Donc, on a toute cette histoire-là, on n'a pas encore assez de recul, en réalité, pour l'écrire proprement. Bien sûr. Alors, j'aimerais simplement, pour produire de la clarté, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, en 2014, j'étais à Maïdan, j'ai passé un peu de temps dans les cuisines et sur les barricades, et en rentrant, on m'a reproché beaucoup de choses, notamment dans les milieux politiques. On m'a reproché de ne pas avoir vu la mainmise des nationalistes. Leur présence était évidente sur Maïdan, mais elle ne se résume pas à ça. Et d'ailleurs, vous décrivez le mouvement à travers cette chaleur partagée, cette solidarité concrète. On coupe du bois ensemble, on épluche de l'ail ensemble, on défend la place sur les barricades ensemble, etc. Mais finalement, est-ce qu'en insistant aussi sur cette dimension sensible, ce qui, en tout cas, m'attire énormément, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier non plus les rapports de force politiques qui traversaient le mouvement à l'époque? Comment, en fait, on pourrait le dire, ces forces politiques? Par exemple, si je prends les groupes, les forces de gauche, bon, elles existaient, mais elles étaient quand même assez anecdotiques par rapport à la composition politique sur la place. Comment on pourrait le décrire pour qu'on arrête de discuter sur, à chaque fois, refaire un peu le Maïdan encore en 2025? Alors déjà, la première chose qu'on doit savoir sur la révolution du Maïdan, et ça, les chercheurs sont assez vite partis sur le terrain, précisément pour répondre à ces questions-là et pour tracer un peu le portrait des manifestants sur le Maïdan, c'est que plus de 90% de ceux qui étaient sur le Maïdan, quelle que soit la phase plus pacifique ou la phase plus violente, en fait, n'avaient jamais eu aucune affiliation avec aucun mouvement politique. Ni parti, ni autre chose. Donc en fait, l'immense majorité des manifestants sur le Maïdan étaient des manifestants qui n'étaient pas là par appel d'un parti politique ou par adhésion à une idéologie. Mais bien évidemment, et ça c'était assez visible en fait sur la place protestataire où les groupes s'identifiaient. Sur le Maïdan, si vous vous rappelez, vous aviez des tentes et chaque tente avait un nom, enfin une banderole qui indiquait ici les habitants de telle ville, ici telle église, ici le mouvement des vétérans d'Afghanistan. Et il y avait quelques tentes qui relevaient de partis politiques. Alors, les partis politiques mainstream se sont
placés sur le Maïdan. C'est pas à leur appel en fait que le Maïdan a été lancé, ni d'ailleurs à l'appel d'aucun mouvement politique. Hein. Ça a été une organisation plus par les réseaux sociaux et par le bas. Et vous avez effectivement un certain nombre de militants de cercles nationalistes et d'extrême droite qui sont là, et vous avez également un certain nombre de militants de cercles d'extrême gauche qui sont là. Les deux d'ailleurs se castagnent pas mal fait sur le Maïdan. Les mouvements de gauche ont eu des difficultés à avoir de la visibilité en fait dans cette mobilisation, notamment parce que leur rapport à la mobilisation était aussi très ambigu. Hein. Ça a été très vite qualifié par les forces politiques de gauche de mobilisation bourgeoise, qui négligeait les vrais problèmes qui étaient ceux de l'Ukraine, l'absence de dimension sociale en fait dans les revendications qui étaient là. Et puis, je dirais les mouvements de gauche étaient aussi très sensibles à la classe ouvrière qui était très présente à l'est du pays, dans le Donbass, qui était très présente dans ces milieux russophones. Et donc voilà, il y avait une difficulté pour eux à se positionner dans la mobilisation. En revanche, il n'y a pas eu de difficulté pour les militants ultranationalistes de se positionner dans la mobilisation, notamment parce que, comme dans tous les pays, les mouvements d'extrême droite et ultranationalistes ont souvent en fait des branches plus habituées à l'exercice de la violence, qui ont des entraînements aux armes ou à minima des entraînements paramilitaires. Et bien évidemment, ils étaient très minoritaires et extrêmement visibles. Et également en conflit avec un certain nombre d'autres acteurs. Les Russes ont beaucoup utilisé l'accrochage du portrait de Stepan Bandera, qui est une des personnalités marquantes du mouvement ultranationaliste pas fréquentable en Ukraine, l'accrochage sur les bâtiments publics sur la place Maïdan. Bien, quand on est dans la chronologie des journées de la place Maïdan, vous avez des ultranationalistes qui accrochent le portrait de Bandera, et puis le lendemain, vous avez des militants d'autres manifestants qui exigent de l'enlever, et il est enlevé. Et puis le surlendemain, il est raccroché. Donc en fait, tout ça, c'est pas une imposition d'une idéologie, c'est l'effet d'une protestation qui est une protestation inclusive, où en fait la plupart des forces et des acteurs politiques sont présents, à condition en fait qu'ils partagent cet objectif commun de s'opposer au pouvoir en place. Or en fait, alors certes, vous voyez, pour la plupart des manifestants, il s'agit de dénoncer la corruption du régime de Yanukovych, mais pour les nationalistes, il s'agit déjà de dénoncer la mainmise de Moscou et la volonté de se tourner vers Moscou. Et n'oublions pas que l'ennemi principal en fait des mouvements ultranationalistes historiques en Ukraine, c'est pas les minorités à l'intérieur du pays, c'est la Russie. C'est la Russie. Et donc, il est tout à fait logique qu'il soit là. Il est aussi tout à fait logique qu'il soit à l'origine de formation d'un certain nombre de groupes armés qui partent dans le Donbass, parce qu'une fois de plus, on est face à des groupes qui ont une socialisation à la violence. Ce qui ne veut pas dire, en fait, qu'ils représentent cette communauté d'Ukrainiens qui sont présents sur la place. Ouais, ils ont simplement une organisation, une architecture aussi qui permet de récupérer aussi. Exactement. Bien sûr, Alors, juste après Maïdan, il y a l'annexion de la Crimée par l'armée russe. Beaucoup des mobilisés de la première heure s'engagent dans des brigades de volontaires. Alors là, c'est extrêmement intéressant quand vous analysez la trajectoire de ces combattants, parce qu'au départ, on a un engagement qui est un peu étrange, en tout cas qui n'est pas du tout total comme on a l'habitude de l'analyser dans les contextes de guerre. En vérité, on s'aperçoit qu'on est dans une forme, c'est pas le terme que vous utilisez, mais d'ubérisation de l'engagement militaire, au sens où les engagements sont extrêmement fluides. La semaine, on travaille, les week-ends et pendant les congés, on se rend à l'Est pour endosser le costume militaire, ou en tout cas travailler à sa manière pour le soutien, pour la défense du pays. Donc chacun s'est trouvé une place sur mesure pour la défense de l'Ukraine. Ça, c'est très singulier. Mais ces bricolages, c'est ça qui est important, c'est que ces bricolages sont en réalité le début de la création d'une transformation en profondeur de l'armée ukrainienne et de la société de façon générale, à la croisée entre un projet étatique, qui est construire la défense d'un pays, et des initiatives de citoyens qui s'organisent ensemble pour créer des bataillons volontaires. Donc en 10 ans, on assiste à une transformation assez vertigineuse de l'auto-organisation ukrainienne et la défense du pays. Alors les 8 années entre le début de la guerre dans le Donbass et le début de l'invasion à grande échelle ont été effectivement profondément transformatrices. Et c'est d'autant plus important de le répéter que pour nous, en fait, à partir de 2015, vu de l'Ouest, il ne se passait plus grand-chose en Ukraine. Hein. Or, on était face à une guerre, certes de basse intensité, mais à un processus extrêmement bouillonnant de transformation de l'armée. Alors, on peut voir une logique, en fait, là-dedans. Si on veut chercher un fil directeur, le fil directeur, c'est que l'Ukraine n'a pas d'armée.
elle a une armée, bien évidemment. Et dans le passé, elle a eu une armée puissante et nombreuse. Quand l'Union soviétique s'effondre, il y a près de 400 000 hommes, en fait, ukrainiens, qui forment ces forces armées, mais qui n'ont cessé de diminuer, d'être sous-financés, de ne pas être armés, de ne pas être entraînés, etc. Et donc, en fait, au moment où la guerre dans le Donbass commence, cette armée est absolument incapable de se rassembler, de prendre des armes et de combattre. Et donc, ce que l'État va autoriser, c'est l'auto-organisation des citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas des citoyens qui forment des bataillons. Les bataillons, ils sont créés par l'État, mais en revanche, l'État va dire aux citoyens, vous vous débrouillez. Voilà, vous êtes dans ce cadre légal, et puis vous le commandez comme vous le souhaitez, vous le financez comme vous le souhaitez, et on n'a pas d'armes à vous donner non plus, en fait, dans un premier temps. Et donc, ça va donner cette première étape, qui est l'étape de 2014-2015, où ça va être des gens ordinaires qui, pour la plupart, n'ont jamais tenu d'armes entre leurs mains, qui vont partir sur le front. Alors, l'exemple que je donne, bien évidemment, je donne jusqu'aux exemples les plus extrêmes de ce combattant que j'ai rencontré, qui avait son travail la semaine et qui partait combattre le week-end. Il est plutôt à un bout des exemples d'engagement. La plupart, en fait, vont partir quelques mois. Souvent sans signer aucun contrat avec ces bataillons, c'est-à-dire que ils arrivent, ils les rejoignent, ils récupèrent une arme sur un adversaire ou à droite et à gauche. À un moment donné, les armes circulent, l'armée finit par en fournir un petit peu, et puis à un moment donné, ils décident que c'est plus sa place et revient à la vie civile. Mais l'État a décidé très vite qu'il fallait faire quelque chose, en fait, qu'il ne fallait pas laisser se développer des sortes de milices qui auraient conduit un peu à une division du pays. Et donc, au bout de 2 années de guerre, la quasi-totalité des combattants qui étaient dans ces bataillons un peu autogérés ont signé un contrat avec les forces armées et sont devenus des combattants réguliers, ou alors sont rentrés chez eux et ont été démobilisés. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat avec ces gens-là que ça fait une force armée. Et ce que j'ai étudié tout au long de ces années, c'est la manière dont, en fait, ces personnes qui avaient eu une expérience qui était une expérience d'autant plus marquante et d'autant plus forte qu'ils ne s'étaient jamais envisagés en guerre, quand ils reviennent à la vie civile, eh bien, ils continuent à s'engager pour une guerre qu'ils perçoivent à juste titre comme n'étant pas terminée, et souvent ils s'engagent sur des problématiques liées à la réforme des forces armées, à la transformation de la carrière militaire, au devenir des vétérans, à la préparation de la prochaine phase de la guerre, tout en gardant une activité dans la vie civile pour la plupart d'entre eux. Et donc ce tissu, en fait, qu'en France, on appelle un tissu associatif. Mais associatif, ça fait un peu, vous voyez, notre côté loi 1901, Assemblée générale, statut, tout ça, ça rend très très mal compte, en fait, de cette effervescence. Ces gens qui se regroupent et qui forment des initiatives qui vont devenir des initiatives puissantes, qui pèsent sur l'État, quasiment du lobbying, en fait, de la société, sur des sujets que ces acteurs dans la société jugent centrales. Parce que pour eux, en fait, l'armée, c'est pas un sujet, c'est le sujet. C'est le sujet parce que ces personnes qui ont été sur le front et qui continuent à suivre les nouvelles du front considèrent que la prochaine phase de la guerre, un jour ou l'autre, arrivera. Alors, Anna, vos travaux s'inscrivent dans le temps long, comme on est en train de le voir, et en tout cas au moins depuis Maïdan. Vous avez beaucoup écrit sur cette période étrange entre 2014 et 2022, où l'Ukraine vivait dans un état de ni guerre ni paix, en tout cas sur une société sur le qui-vive, entre 2015 et 2022, pardon. Et pourtant, le 24 février 2022, au matin, beaucoup ont été saisis de surprise et de stupeur, ont été, comme beaucoup d'autres. Moi, je pensais que Kiev aussi allait tomber en quelques jours. Et en même temps, toutes les personnes que j'ai interrogées, la plupart, me disaient le 24 février au matin, c'est un peu, pas une sidération, mais ils n'y croyaient pas vraiment, quoi. Vous, est-ce que vous pouvez me raconter comment, vous qui étiez, vous analysiez de près toute la situation, quel était ce 24 février matin pour vous ? J'ai eu quelques semaines précédant le 24 février 2022 où j'ai été beaucoup interrogée par les médias qui me posaient tous la même question, est-ce que la Russie va attaquer ? Évidemment. Donc j'étais déjà en train de cogiter sur cette question et à tous, je répondais en ayant très solidement réfléchi. La Russie, il va certainement se passer quelque chose. Moi, j'anticipais une reprise des hostilités sur le Donbass, mais pas une invasion à grande échelle parce que, précisément, je me disais que la Russie a du renseignement, que la Russie a des agents en Ukraine, que la Russie sait en fait ce qu'est l'armée ukrainienne et qu'une invasion à grande échelle, ça paraît pas faisable. Donc oui, j'ai eu tout comme les autres, un effet de sidération
en réalisant en fait ce qui était en train de se passer et en parallèle en fait en entendant Vladimir Poutine faire son discours pour ce qui était au matin chez nous, mais aussi en lisant les témoignages des proches que j'avais à Kiev, des amis, des collègues, etc. Et autour de qui ça a tout explosé. Mais ce qui... donc oui, c'était... comment dire, cette journée-là a été une longue journée. Alors en plus, j'avais cours à 8h30 du matin à Nanterre. Et ma journée avait commencé aux alentours de 4-5 heures, bien évidemment. À partir de 6-7 heures du matin, j'ai commencé à répondre aux journalistes. Une fois que j'avais compris un peu ce qui s'était passé, et en arrivant à Nanterre, je me suis placée devant mes étudiants. C'était un cours de sociologie des médias et je leur ai dit on ne va pas parler sociologie des médias. Une guerre vient de démarrer. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut dire à cette étape de cette guerre et de ses origines. Et voilà. Et ça, une longue journée de 24 février avait commencé comme ça. Mais pour les Ukrainiens, en revanche, alors il y a eu la même sidération, bien évidemment, face à l'invasion à grande échelle. Ce n'était pas face à l'agressivité de la Russie. Ce n'était pas qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Russie reprennent les actions armées ou soit hostiles à leur égard. C'est que cette idée de colonnes de chars qui marchent vers Kiev, d'avions qui cherchent à descendre dans l'aéroport, l'un des aéroports de la capitale pour occuper les mouvements gouvernementaux, ça paraissait totalement anachronique, hors d'époque, incongru. Hein. Et en même temps, ce qu'on a constaté très très vite, c'est que les Ukrainiens, il leur a fallu quelques heures en réalité pour s'adapter. C'est-à-dire que choc il y a eu, mais la panique n'a pas eu lieu. Hein. Et ce que beaucoup d'entre eux ont fait, c'est qu'ils ont défini les priorités. Pour eux, pour leur famille. Alors pour beaucoup, la priorité, ça a été on ne sait pas à quelle vitesse la Russie va avancer, on va mettre les proches à l'abri. Donc les colonnes de voitures et les convois de trains qui partaient vers l'ouest du pays pour que les gens puissent se réfugier, c'était pas une volonté de fuir le pays. C'était une volonté beaucoup de mettre les plus fragiles, notamment les enfants, les personnes âgées à l'abri, souvent sous protection de femmes. Et les hommes que moi j'ai interrogés ont souvent repris la voiture dans l'autre sens une fois que leur famille avait traversé la frontière. Et là, ils avaient des choses à faire immédiatement. Donc en 24 heures, en fait, la société s'est véritablement organisée pour faire la guerre. Alors, on va revenir bien sûr sur cette organisation face à la guerre. Alors, avant cela, vous avez choisi de nous faire écouter un morceau qui est très fort. C'est un morceau d'Angie Kreida. Je vous laisse prononcer le titre parce que je vais le massacrer. La chanson s'appelle Vrage. On l'écoute. Qui veut dire l'ennemi. Сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе враже вбито, стільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Скаже. Стільки зробиш, враже, кроків по Україні, стільки твого ляже роду в домовині, тільки на півсвіту чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу, батька твого враже, смертю заспокою, жінку твою враже, висушу ганьбою. Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Alors, Anna Colin-Lebedev, c'est un peu une chanson de sorcière, ça, que vous nous avez fait écouter. Complètement, c'est une malédiction et une incantation. On peut traduire le titre de la chanson par « Toi l'ennemi ». Et ça, c'est la femme qui chante parle à son ennemi, et même si elle ne désigne jamais le russe, c'est totalement explicite pour chacun de quel ennemi il s'agit. La chanson vraiment est une chanson liée à la guerre. Et elle fait défiler en fait tous les sorts qu'elle jette à cet ennemi, c'est-à-dire en jetant des grains de blé par terre. Voilà, j'ai jeté tant de grains de blé par terre, et tant d'hommes seront tués. Le nombre de pas que tu marcheras sur cette terre, autant de morts viendra dans ta famille. Enfin bref, c'est une chanson qui joue aussi sur le cliché de la femme sorcière, bien évidemment. Et paradoxalement, ça joue aussi sur un cliché que la Russie peut avoir sur l'Ukraine, sur une vision d'une terre de sauvages, imprégnée d'une sorte de culture rurale, violente. On entend beaucoup de clichés sur l'Ukraine aujourd'hui côté russe, et la chanson retourne le stigmate. Voilà, pour parler avec nos références sociologiques. Tu penses que nous sommes des sorcières, on va te jeter un sort. Alors justement, pour rester sociologue et pas tomber dans l'essentialisme, je voudrais quand même qu'on parle du caractère ukrainien, quelque chose qui est quand même assez fascinant, que ce soit d'ailleurs depuis la Révolution Orange en 2004, puis Maïdan en 2014, et puis pour le reste. Moi, j'ai une histoire qui m'avait fasciné. Par exemple, un jour, je rencontre quelqu'un qui me raconte qu'à Mariupol, quand ils sont partis de Mariupol, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour beaucoup d'entre eux, ils sont partis dans les musées de Mariupol, dans un grand musée de Mariupol, ont pris des œuvres avec eux, les ont empaquetés, les ont mis dans leur voiture et les ont mis à l'abri sans que personne leur demande rien, sans que l'État ne demande quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose c'est inédit, quoi. Comment on peut expliquer à la fois cette autonomie, cette énergie, cette inventivité sociale qui, vous l'expliquez, fait la force de la résistance ukrainienne? C'est aussi parce qu'il y a un État qui jusqu'à là était assez faible, ou comment vous l'expliquez? Alors, je pense que la première chose, c'est que la guerre va créer un état d'exception et une très grande fluidité en fait de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit, des statuts sociaux et qui on est, au nom de quoi on se permet de faire quelque chose. En temps d'invasion de haute intensité, en fait, les Ukrainiens ne se posent pas la question. S'ils ont la possibilité de faire, ils font. Et il y a des très grandes transformations biographiques aussi. C'est-à-dire du métier civil que l'on avait, on devient combattant. Disons, ça laisse un espace plus ouvert à l'innovation. Mais en plus, si on ajoute à ça, effectivement, cette histoire politique de l'Ukraine. Et l'histoire politique de l'Ukraine, c'est pas uniquement la construction de l'armée ukrainienne par le bas après le Maïdan, c'est aussi toutes les années 1990. Et les années 1990, c'est des années où précisément l'État ukrainien est défaillant. Et on connaît ça dans beaucoup d'États d'ex-URSS. C'est vraiment une sorte de constante. L'État est défaillant, il n'y a plus de services publics, les salaires ne sont pas payés, les retraites ne sont pas payées, la législation est contradictoire, et puis on se doute qu'au sommet de l'État, en fait, c'est uniquement du partage de gâteaux dont les citoyens ne font pas partie. Et donc, l'idée de contourner, de se débrouiller, de faire par soi-même, de trouver des voies parallèles, de ne pas forcément dire ce que l'on fait, mais néanmoins de le faire, font complètement partie de l'ADN. Et bon, l'ADN, non, je retire ce que je viens de dire, font complètement partie du type de pratique que les Ukrainiens ont développé, en fait, pour ceux qui sont adultes aujourd'hui, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, dès leur plus jeune âge, et qui n'ont connu d'une certaine manière que ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la même chose côté russe. On a aussi eu ces mêmes années 90 où les gens ont dû beaucoup bidouiller, se débrouiller, contourner, faire semblant de respecter la loi sans jamais la respecter. Ça a donné lieu, côté russe,
cette résilience dans la guerre qu'on n'avait pas forcément anticipée. Et cette capacité justement à faire le dos rond, à contourner des sanctions, à échapper à la mainmise de l'État. Mais alors côté ukrainien, effectivement, on a toute une série de pratiques qui avaient été mises en place avant l'invasion à grande échelle de 2022. Et on a cette transformation des forces armées qui fait que, et je pense que ça c'est important pour nous en tant que sociologues, qui fait que la composition des forces armées en 2022, c'est pas du tout la même qu'en 2014. En 2014, lorsque la Russie démarre la guerre dans le Donbass, on a des militaires de carrière et des conscrits. Et les conscrits sont des jeunes. Les militaires de carrière ont été formés à l'époque soviétique. Ils ont cette espèce de lourdeur, d'inertie, de socialisation soviétique qu'ils partagent d'ailleurs avec les Russes. Mais au fur et à mesure de ces réformes des forces armées, en fait, c'est de plus en plus de civils qui se sont retrouvés au sein des forces armées. Et donc la culture de l'armée a également changé pendant cette période-là. Aujourd'hui, quand vous regardez le commandement, beaucoup de gens qui sont aux commandes au sein des forces armées, en fait, ont démarré par une carrière civile et se sont retrouvés au cours de ces années, voire à partir de 2022, tout simplement dans l'armée. Et ce n'est pas parce qu'on met un fil à un uniforme qu'on devient tout d'un coup imprégné de culture militaire, du silence, de la hiérarchie, du respect des règles, etc. Donc les Ukrainiens, au sein de l'armée, ils font comme ils faisaient dans la vie civile. Moi, je le constate vraiment quand je discute avec, quand je fais mes entretiens en Ukraine, je vois que, alors à certains moments, ça bloque bien évidemment parce que le secret défense, parce que ne pas mettre en danger les combattants sur le front, mais pendant... il y a tout un large espace où en fait les gens vous parlent alors qu'ils sont des militaires en exercice, comme ils vous parlaient dans leur métier d'avant, qui était d'être communicants, journalistes, ingénieurs, entrepreneurs. Alors, on est dans vous avez rappelé, que cette guerre n'est pas seulement celle de l'Ukraine, mais qu'elle concerne l'Europe tout entière. Et d'ailleurs, dans Champ Libre à Rennes, on est en train de réfléchir justement sur ce que l'Europe peut face à la guerre. Moi, je voudrais qu'on aborde un problème qui est évidemment tendu, parce que c'est un moment de régression politique qu'on est en train de vivre aussi, et ce sujet-là en est un exemple. On voit à quel point la propagande russe agit, et y compris ici en France, par désaffection, en tout cas par perte de confiance envers les institutions. Beaucoup se laissent séduire par ce récit d'une Russie prétendument forte, souveraine, presque enviable. On en ferait presque un modèle alternatif. Alors c'est pas seulement aberrant, mais je me permets une question un peu naïve peut-être, mais est-ce que nous n'utilisons pas la peur si le ralliement du camp ukrainien ne réside pas dans une politique finalement de la peur qui exagérerait la menace que fait peser la Russie sur toute l'Europe? Autrement dit, est-ce que le soutien au camp ukrainien ne repose pas parfois sur cette espèce de politique qui exagère la menace russe? Alors, je pense que ça dépend de ce qu'on entend par menace russe. Alors, je suis quand même un petit peu en dehors de mon champ de compétences. En tant que sociologue, normalement, je devrais vous dire que je refuse de répondre à cette question. Mais néanmoins, je pense que on a suffisamment d'éléments maintenant. Vous voyez, la Russie n'est pas, la France n'est pas en première ligne. Nos pays d'Europe de l'Ouest ne sont pas en première ligne face à la Russie. Ils ne sont pas forcément les plus fragiles militairement parlant. On est protégé par des centaines de kilomètres d'autres pays qui sont là et qui seraient attaqués en premier si la Russie décidait d'attaquer. Mais je pense que là, on a tout à fait raison de parler d'une menace. C'est que la Russie a développé très bien un savoir-faire qui est la déstabilisation des sociétés de l'intérieur, qui en fait enlève même toute nécessité de faire la guerre et de penser... Et la Russie n'a pas besoin de penser aux tanks sur les Champs-Élysées, d'une part parce que les tanks s'est dépassé manifestement sur le front aujourd'hui, même si peut-être que vis-à-vis de la France, ça pourrait être toujours d'actualité, mais en tout cas, la Russie n'a même pas besoin d'arriver jusque-là. L'idée de nous faire perdre la confiance dans nos institutions, l'idée de nous faire miroiter une certaine image de ce qu'est la Russie, mais aussi de nous instiller une certaine image de ce qu'est non seulement l'Ukraine, mais aussi par exemple le voisinage de la Russie, de nous donner une certaine image d'elle-même. En fait, ça marche très très bien, et la Russie exploite en fait le pluralisme démocratique. Et elle exploite également ce qui est notre force et qui devient notre principale fragilité, qui est notre esprit critique. Nous avons des citoyens éduqués qui cherchent à mettre en doute en fait les informations qui leur sont fournies, et d'autant plus quand ces informations viennent de l'État. Et a priori, rien de mal à ça. C'est-à-dire que ça c'est le signe d'une certaine bonne santé démocratique. Mais je dirais que ça crée également une brèche dans laquelle la Russie s'engouffre en créant et en instillant le doute
sur nos sociétés qui fonctionnent mal, sur nos institutions, comme vous avez dit, qui finalement répondent à des intérêts qui sont d'autres que les intérêts de la population. Elle endosse même, en fait, tous nos discours politiques, tout simplement idéologiques, colorés à droite, à gauche, pour en faire des outils. Je pense que notre collègue britannique Mark Galeotti a eu cette formule de arsenalisation de tout, the weaponization of everything, c'est-à-dire que il ne faut pas envisager l'arme uniquement comme une arme, mais tout l'acte d'hostilité, un État hostile à notre égard peut utiliser en fait tout ce que la société a à offrir comme arme d'attaque. Et en cela, en fait, je pense que nos capacités de défense dépendront aussi de notre capacité à identifier ça, mais aussi à réparer les brèches qui existent dans nos sociétés. Alors, il se trouve que vous avez choisi un extrait d'un film documentaire qui va être diffusé au Champ Libre le dimanche. Un film que l'on retrouve sur Arte d'Yves Geland, Ariane Chemin et Lisa Yapné. Comment Volodya est devenu le président Zelensky. On va écouter un court extrait à propos du lieu de naissance de Zelensky. Le fer est la fierté des habitants de la ville. Lorsqu'on arrive dans cette cité russophone du sud-est de l'Ukraine, on ne tarde pas à nous le dire. C'est avec le minerai de la ville que l'on a construit la tour Eiffel. Kryvyi Rih en ukrainien, Kryvyi Rog en langue russe, ne figure pourtant sur aucun guide touristique. Des hauts fourneaux à perte de vue, une cité métallurgique de 130 km de long, près de 2 fois l'étendue de Los Angeles. Mais Kryvyi Rih est bien loin d'Hollywood. C'est dans ce décor de rouille et d'acier que Volodymyr Zelensky a grandi. Ви ж знаєте, коли час минає, бувають різні моменти у минулому, але це факт, що ми згадуємо з часом тільки позитивні моменти. Моє дитинство, і школа, і університет. Спогади дуже, дуже приємні, скажу чесно. Alors, Anna Colonna-Lebedev, pourquoi ce choix de film? Alors, c'est pas pour vous faire une propagande pro-Zelensky, si ça peut être une accusation qui m'est faite. C'est parce que je trouve que le film retrace extrêmement bien le parcours de Volodymyr Zelensky, de sa petite enfance, de sa naissance jusqu'au moment où il devient président, d'une manière biographique. C'est-à-dire qu'on parle relativement peu des questions d'opinion politique, on parle relativement peu des jeux de pouvoir qu'il va y avoir autour de son élection, ses capacités à créer un parti politique, etc. Mais on parle beaucoup de la biographie du personnage et de cette ville de naissance qui occupe une place assez centrale, notamment sur la première partie du film, de Kryvyi Rih, qui est précisément dans ce Donbass industriel qui est aujourd'hui au centre de la guerre. Et je pense que le parcours de Zelensky, en fait, est en lui-même une espèce de réponse à la Russie qui dit que le Donbass est une région russe, que les russophones issus de cette région en fait se sentent russes et souhaiteraient être annexés par la Russie, que par ailleurs les liens économiques qu'il peut y avoir entre ces régions de l'Est et la Russie en font une partie intégrante en fait du monde et de l'espace russe. Volodymyr Zelensky n'avait absolument rien pour devenir le représentant de la nation ukrainienne si l'on en croit en fait la définition russe de ce qu'est la nation ukrainienne. Il est pas d'origine ethnique ukrainienne, il est d'origine juive, de ces populations juives qui habitent dans cette partie de l'Europe orientale. Il est dans une famille soviétique juive russophone tout à fait classique, dans une ville industrielle de l'Est. Il construit une bonne partie de son parcours professionnel, soit en lien avec, en tout cas en langue russe certainement, et puis soit en lien avec la Russie, soit même pour une partie en Russie, puisqu'il va faire une bonne partie de son parcours de comédien en Russie. Et pourtant, il est 100% ukrainien. Il est 100% ukrainien par une manière politique d'adhérer à sa nation et d'appartenir à sa nation. Et il n'y a, pour les Ukrainiens que l'on rencontre aujourd'hui, aucune contradiction là-dedans. La langue est un sujet sensible, mais je dirais, on ne trouve absolument plus personne pour reprocher aujourd'hui à Volodymyr Zelensky, après le choix qu'il a fait en 2022, d'avoir passé une bonne partie de sa vie à parler russe et d'être originaire du Donbass.
Alors, on arrive bientôt au terme de notre épisode. Il y a une question qui est quand même très importante pour nous. J'aimerais qu'on parle un instant du jour d'après, même si je comprends bien qu'il reste non seulement très incertain, et puis que depuis les tranchées du Donbass, on peut imaginer que c'est une question un peu insolite. En tout cas, c'est la question de ceux qui sont loin de la guerre. Mais dans votre livre, Jamais frère, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous dites une chose qui est à la fois glaçante, terrible, mais en même temps très lucide. Quand on ose imaginer une fin de la guerre, vous expliquez que l'arrêt des combats ne suffira pas pour que les deux peuples puissent à nouveau se parler et se comprendre. Le chemin vers l'autre ne pourra se faire que lorsque la Russie, pouvoir et société, sera prête à reconsidérer ses valeurs, son passé et la vision de son avenir. La condition du jour d'après est finalement assez abyssale en réalité. L'espoir d'une société russe d'une société russe totalement transformée. Comment on peut raisonnablement s'attendre à une telle transformation ? Une telle transformation prendra du temps et donc je pense que raisonnablement on peut se dire que ce n'est pas parce qu'il y aura cessez-le-feu, ce n'est pas parce qu'il y aura arrêt des hostilités qu'on va considérer que cette guerre est soldée. Les Ukrainiens que j'interroge aujourd'hui disent oui, cessez-le-feu, il y aura à un moment donné et même l'Ukraine en a besoin. Et je pense que le jour où il y aura un arrêt des combats, on sera très heureux ici, en tout cas un certain nombre d'acteurs de nos sociétés occidentales seront très heureux de dire bon, c'est bon, vous voyez un peu à l'exemple de Trump, conflit résolu, on passe à l'épisode suivant, on va enfin pouvoir ne plus en parler dans les médias. Or, alors pour les Ukrainiens, il est certain que quand ils envisagent le cessez-le-feu, ils n'envisagent pas la fin de la guerre. Pour eux, la fin de la guerre interviendra quand la Russie cessera toute prétention d'hostilité à leur égard. Ce qui ne veut pas dire que réconciliation il y aura, mais ça veut dire au moins qu'ils pourront envisager que la guerre n'aura pas lieu, soit parce que la Russie aura déclaré que ce n'est plus dans sa volonté politique d'avoir une sphère d'influence, par exemple, dans son voisinage, soit parce que l'Ukraine serait suffisamment puissante pour que les Russes se disent que, volonté ou pas, de toute façon, ils peuvent pas y aller. Mais aujourd'hui, en 2025, tout comme en 2022, et je dirais même plus qu'en 2022, les conditions d'un dialogue entre Russes et Ukrainiens sont de moins en moins réunies. Il y a eu une attente en 2022 d'une réaction de la société russe. Et par réaction, en fait, les Ukrainiens n'entendaient pas protestation. Les Ukrainiens avaient pris les armes pour défendre leur pays. Ils s'attendaient à ce que les Russes prennent les armes pour renverser un pouvoir fratricide. Un pouvoir qui leur ordonne en fait d'attaquer un pays voisin et un pays voisin proche. Non seulement ce n'est pas intervenu, mais on a vu s'installer à la fois dans la société russe, mais aussi dans chez une partie des personnes qui avaient quitté le pays, une sorte de lassitude de la guerre et de recentrage sur d'autres sujets, de volonté de retrouver une normalité. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est inacceptable. C'est-à-dire que pour eux, la normalité n'existe pas. Les bombes, les missiles, les drones leur arrivent dessus au quotidien. Ils n'ont pas le loisir d'être là de la guerre. Ils n'ont pas le loisir de passer à autre chose. Et ils ont volontiers, en fait, tendance aujourd'hui à considérer que tout Russe qui n'a pas pris les armes contre son propre pays est complice. Et que donc, il n'y a pas de discussion possible avec... même y compris ceux en fait qui sont opposés au Kremlin et à Vladimir Poutine. Alors, toute dernière question, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ce que l'Ukraine nous apprend. C'est assez facile, je pense, de s'identifier au peuple ukrainien. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui ignorait tout de la guerre, en tout cas pendant très longtemps, qui a été rattrapé par la violence du monde, que rien ne destinait à se retrouver dans les tranchées. Finalement, un peuple qui a vécu une accélération absolument vertigineuse de l'histoire. Et je me dis que souvent, l'indifférence face à la guerre, c'est non seulement une faute morale, me semble-t-il, mais c'est aussi une forme d'aveuglement, parce que il s'y joue, en tout cas, ceux qui s'y jouent, nous concernent directement. Alors demain, comment allez-vous continuer à aider la société française à penser cette guerre ? Comment allez-vous l'aider à qu'elle se réfléchisse ? Et vous-même d'ailleurs, personnellement, comment vous continuez à penser quelque chose qui vous est encore peut-être pas complètement clair, ou en tout cas qui vous est encore un travail encore à déchiffrer ? Est-ce qu'il y a des questions un peu brûlantes pour vous ? L'Ukraine est en fait à la fois beaucoup visitée aujourd'hui, beaucoup décrite, mais quand je regarde nos cercles de décideurs, par exemple, ou les instances qui réfléchissent, qui essaient de produire de l'analyse, on cherche beaucoup à analyser la Russie et très peu à analyser l'Ukraine. Or, je considère que, précisément parce que j'ai la possibilité de le faire, c'est extrêmement important que j'explique la manière dont la société ukrainienne fait la guerre. Et pas uniquement subit la guerre, mais véritablement fait la guerre et non seulement est transformée par la guerre, mais se transforme pour la faire.
parce que je trouve que ça ouvre tout un champ de réflexion pour nous, en fait. Non pas pour transposer un exemple ukrainien. Les sociétés, en tant que sociologue, on voit très bien à quel point la transposition est absolument stérile. Donc les réponses ukrainiennes ne sont pas nos réponses, mais les questions ukrainiennes peuvent être nos questions. Et cette question des ressources dont on dispose, par exemple, face à une adversité, de la manière dont on fait lien les uns avec les autres, avec qui est-ce qu'on fait, avec qui est-ce qu'on agit ensemble. La question du rapport à l'État. Qu'est-ce qu'on attend d'un État et qu'est-ce qu'une situation plus ou moins confortable va faire à nos capacités de nous organiser, à nos capacités à agir par nous-mêmes. Il y a aussi tout un tas de questions qui sont assez nouvelles pour moi, mais qui sont les questions en termes d'organisation des forces armées, parce que je constate aussi que les modèles d'armée tels qu'on les décrivait en fait, sont en train de voler en éclats dans le cas ukrainien et qu'il se construit là-dedans une autre forme d'armée qui est beaucoup plus ajustée en fait à ce que sont les sociétés urbaines du 21e siècle, très, très éduquées, très technologiques, avec des citoyens qui ont pris l'habitude en fait d'agir de manière autonome. Je pense que c'est des questions qu'on devra se poser également. Alors, vous avez bien entendu que tout ça, c'est des questions très politiquement pratiques, plus que conceptuelles. Et je pense que tant que la guerre est en cours, ma mission première, c'est de tenter d'apporter ces explications plutôt que de tenter de produire un travail qui restera pour les générations futures, sous forme de concepts et de théorisation. Le temps de la théorisation n'est pas venu. Je le constate absolument tous les jours avec un grand effarement quand j'écris. Je ne peux pas prendre des distances par rapport à ce que j'observe en Ukraine. Quand j'ai écrit en 2022-2023 sur la période 2014-2022, j'avais à peine suffisamment de distance en fait pour pouvoir produire des concepts, pour pouvoir faire quelque chose qui parle aux sciences sociales. Je pense que j'ai vocation à parler peut-être moins aux sciences sociales qu'aux sociétés dans la phase qui vient, mais en tout cas, on accumule du savoir. On accumule de la compréhension. Un jour, j'espère que le jour d'après, je vais pouvoir m'asseoir et en faire véritablement de la recherche. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma principale utilité. On souhaite qu'on puisse se mettre autour d'une table assez rapidement. En tout cas, cette intervention dans le débat public pour produire de la clarté sur ce qui arrive dans le monde, et en particulier sur ce qui arrive en Ukraine, est vraiment heureux. On ne peut que recommander la lecture de vos ouvrages, qui sont déjà beaucoup lus et qui continuent à être lus. Merci beaucoup, Anna Colin-Lebedev, pour cette rencontre. Un grand merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.